Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour la première review TNA sur la chaîne. Donc je vais pas perdre de temps, je vais commencer directement par les caractéristiques du pay-per-view. Donc ce show se tenait donc le 12 août 2012. Donc ça se tenait à Orlando en Floride, donc à l'Impact Zone devant 1100 spectateurs. Donc forcément il y a beaucoup moins de spectateurs qu'à la WWE, c'est tout à fait normal. Et au niveau du thème musical, donc c'était le groupe September Morning. Donc le titre c'était Before the Fall, donc avant de tomber, oh là 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 là, avant la chute. Quel bilingue incroyable. Enfin bref, voilà, la présentation du pay-per-view était assez rapide. Donc on va pouvoir commencer par le premier match donc du pay-per-view. Et donc l'opener du pay-per-view, donc c'était un tag team match. Alors on avait d'un côté Chavo Guerrero et Hernandez, et de l'autre côté Gunner et Kid Cash, donc un tag team match pour ouvrir le show. Donc alors mon avis pour commencer, c'est que c'était un match totalement classique, totalement random. Donc voilà, c'était vraiment deux équipes totalement similaires, c'est-à-dire que de chaque côté on avait un big guy et de l'autre côté on avait un small guy, donc c'était deux équipes qui se ressemblaient beaucoup. Euh, Au niveau du match en lui-même, ça a été un match totalement basique et c'est le genre de tag team match qu'on a à 95% du temps, c'est-à-dire que on a eu les deux heels, donc en l'occurrence Gunner et Kid Cash, qui ont fait un travail à deux sur Chavo Guerrero, donc qui est le face en l'occurrence. Donc forcément Chavo Guerrero a galéré à faire le tag, mais a quand même réussi au bout d'un moment à aller faire le tag à Hernandez. Donc Hernandez a fait le ménage sur le ring. Finalement, à la fin du match, donc on retrouve un Frog Splash de Chavo Guerrero sur Kid Cash pour le tombé final, donc victoire de Chavo Guerrero et Hernandez. Je vais pas rester plus longtemps sur ce match parce que honnêtement c'était vraiment le tag team match totalement basique qu'on a retrouvé dans, voilà, c'est vraiment, ils se sont pas foulés quoi. Donc voilà, j'ai oublié de préciser, le match a duré environ 9 minutes 30, donc c'est une bonne durée pour ce genre de match. Et le match, donc j'ai mis la note de 6 sur 10 pour commencer la soirée. Voilà, c'était pas un mauvais match, mais c'était clairement pas un match transcendant. Donc je trouve que c'est plutôt mérité comme note. Alors ensuite on va passer avec le deuxième match de la soirée. Donc c'était un triple threat match. Et j'ai oublié de préciser, donc c'était pour les Bound for Glory Series. Petite précision, alors pour ceux qui ne connaissent pas les Bound for Glory Series, ou bah, tout simplement qui n'ont jamais regardé la TNA, en gros c'était une série de matchs. Donc, et en fait le vainqueur de ce style de match remportait des points. Et à la fin de ce tournoi, parce que c'était un petit peu un tournoi en fait, à la fin, le premier, celui qui se retrouve premier des Bound for Glory Series, a un match de championnat contre le TNA Heavyweight Champion, donc à Bound for Glory, donc qui est l'équivalent du WrestleMania hein, à la TNA. Donc voilà, donc là, par exemple, pour ce match, le vainqueur prenait 20 points. Donc voilà, donc c'était un triple threat match et donc la stipulation c'était un Falls Count Anywhere. Donc on avait Rob Van Dam, Mr. Anderson et non Mr. Kennedy et on avait Magnus. Donc le match a duré 9 minutes, donc c'est pas très très long. Je m'attendais à ce que le match dure quand même un peu plus longtemps. C'est pas non plus catastrophique, mais c'est vrai que j'aurais quand même préféré que ce match dure un peu plus longtemps. A noter qu'à la base ça devait être un Fatal 4-Way, mais finalement ben, D'Angelo Dinero, donc que vous connaissez beaucoup plus sous le nom de Elijah Burke à la ECW, s'est fait attaquer en backstage juste avant de rentrer dans le match. Il s'est fait attaquer par le clan Aces and 8. Donc pareil pour ceux qui regardent pas la TNA, Aces and 8. Alors attention, hein, je sais que ça n'a rien à voir, mais grosso merdo c'est un petit peu comme la NXT. C'est un petit peu comme la Nexus. C'est-à-dire que ils attaquaient en backstage. Voilà. Donc bon, voilà, c'est désolé pour comme exemple, j'avais vraiment que ça, hein, désolé. Euh, donc voilà, finalement le Fatal 4-Way est devenu un triple threat match. Donc, mon avis sur ce match, donc honnêtement c'était un match sympa. La stipulation a été respectée puisque bah, forcément les catcheurs ont été hors du ring, ça me paraît logique. J'ai trouvé que l'utilisation des armes c'était quand même assez restreint puisque bah on a eu l'utilisation de chaises, c'est tout. Il n'y a eu que ça. Donc c'est vrai que j'attendais quand même un peu plus. C'est un false count anywhere, tout est permis. C'est vrai que bon voilà, il y a une chaise qui a servi. C'est quand même pas terrible. Je vais revenir à la fin du match parce que j'ai rien d'autre à dire. Le match était correct, mais vraiment il n'y avait rien de plus à dire sur ce match. Donc en fait à la fin, pareil la fin j'ai pas trop aimé.
Donc on a Rob Van Dam qui a porté un spinning heel kick, un petit peu comme il portait du temps de la ECW, c'est-à-dire quand son adversaire tenait la chaise, et que donc il se prend le spinning heel kick avec la chaise qui lui rentre dans la tête. Bah là c'est exactement ce qu'il a fait. Et donc il a remporté le match, donc il a porté ça sur Magnus, et le mec a remporté le match là-dessus. Alors je dis pas que c'est une mauvaise prise, hein, je trouve que ça rentre d'ailleurs très bien à l'écran, hein, c'est pas ça le problème. Mais de là à finir un match là-dessus, j'ai trouvé ça assez étonnant. J'ai pas souvenir d'avoir vu Rob Van Dam remporter un match sur cette prise. A noter qu'en plus de ça, plus tôt dans le match, il avait tenté le Frog Splash, enfin le 5-star Frog Splash sur Magnus. Finalement, Mr. Anderson avait retiré Rob Van Dam pour pas qu'il gagne le match, tout simplement. J'aurais largement préféré le voir gagner sur un 5-star Frog Splash que sur un spinning heel kick avec la chaise, mais bon, bref. Ça, c'est que des détails, mais sinon, voilà, le match n'était pas mauvais, mais il n'y avait vraiment rien de transcendant là-dedans. Donc j'ai mis 6,5 sur 10 pour ce match. Ensuite, le troisième match de la soirée, donc c'était pour le TNA TV Championship. Donc on avait Devon Dudley, donc, qui était le champion, face à Kazarian. Donc alors le match a duré 8 minutes 30, donc encore une fois le match est pas très très long, mais la durée n'est pas non plus mauvaise. Je veux dire 8 minutes 30, franchement, pour un match comme ça passe. Donc alors mon avis sur ce match, pareil, alors là je vais être expéditif, j'ai rien à dire là-dessus. C'était un match sympa, encore une fois, il n'y avait rien de plus. À noter qu'en plus de ça, donc c'était un match qui a quand même mis un petit peu de temps avant de se lancer. Et au moment en fait où le match commençait à avoir du rythme, j'ai mon DVD qui a bugué. C'est-à-dire que pendant environ une minute, j'avais le son mais j'avais pas l'image. Donc ça j'ai envie de vous dire, ils sont pour rien les mecs, mais au moment où le match commençait à devenir intéressant, ben mon DVD a dit non, tu ne verras pas ça. Donc forcément t'essayes de te mettre dans le match, bah du coup bah ça te casse directement le truc quoi. Donc ça après bah honnêtement ils y sont pour rien, comme bah, ça a pas aidé quoi. Donc je vais en venir à la fin, donc bah en fait victoire de Devon qui a conservé son titre en portant un Spinebuster sur Kazarian encore une fois. Gagné avec un Spinebuster, bon voilà, je trouve pas ça ouf quoi, c'est une bonne prise hein, le Spinebuster, c'est pas ça le problème, hein. C'est une prise qui a de l'impact, mais de là à l'avoir en prise de finition, bon voilà, c'est spécial je trouve. Note à part, voilà, c'était un match sympa, j'ai mis 6,5 sur 10, je vais pas rester plus longtemps sur ce match. Le prochain match de la soirée, donc c'était le match pour le titre TNA Women's Knockout Championship. Donc on avait la championne Miss Tessmaker qui remettait son titre en jeu contre Madison Rayne. Alors je vais vous remettre dans le contexte, et là clairement les storylines de la TNA par moment c'est quand même vachement bizarre. Alors en fait il y avait une histoire autour de Madison Rayne. En fait je vais vous expliquer le truc. En fait pour vous simplifier le truc, Madison Rayne roulait des pelles à l'arbitre, donc Earl Hebner. Du coup, Earl Hebner, il était un petit peu tombé amoureux vite fait de Madison Rayne. Donc du coup, on voyait dans le clip vidéo avant la promo du match, quoi. On le voyait que dans les épisodes d'Impact précédents, il avait tendance à aider un petit peu Madison Rayne pour gagner. Et du coup, voilà. Donc je trouve ça quand même vachement dérangeant, vachement glauque, hein. On a déjà eu ça plus tôt dans l'année à la WWE avec Ric Flair qui roulait une pelle à Becky Lynch, c'était déjà très glauque. Mais alors là, le clip vidéo du match était encore plus dérangeant quoi. Donc alors je vais revenir sur le match en lui-même. Déjà bah forcément le match a duré 5 minutes 30, donc là par contre c'est vraiment trop court. Du coup j'ai dû pénaliser le match. Honnêtement, alors c'est vraiment dommage. C'est-à-dire que j'ai trouvé que le match entre les deux était plutôt pas mal. In-ring c'était propre, je veux dire il n'y a pas eu de botch. C'était vraiment à l'époque le niveau in-ring hein, des Women's à la TNA était largement au-dessus du roster VE. C'est-à-dire que là-bas c'était pas des divas, c'était des knockouts, c'était beaucoup plus sérieux, les femmes étaient prises au sérieux. Même si ce match-là ne représente pas ce que je dis, voilà, c'était quand même technique. Elles sont belles certes, mais au moins elles savaient quand même catcher. Note à part, ce qui a vraiment défoncé la note finale du match, bon déjà il y a la durée, mais aussi la fin. Donc je vais revenir à la fin. On a donc Miss Tessmaker qui tente le tomber sur Madison Rayne. Finalement l'arbitre stoppe le compte en disant que Madison Rayne avait touché les cordes avec son pied, ce qui est totalement faux, hein, donc c'est ce que je vous disais plus tôt. Et donc ensuite, juste derrière, on a Madison Rayne qui fait un petit paquet sur Miss Tessmaker en cédant des cordes, donc en trichant bien évidemment. Et là par contre l'arbitre ne dit rien et donc gagne là-dessus, donc victoire de Madison Rayne qui devient la nouvelle TNA Knockout Champion.
Donc clairement la fin j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé que c'était vraiment pas bon. Et heureusement qu'on n'a pas ce genre de storyline à la WWE parce que là, alors honnêtement, j'aurais défoncé ça. Donc heureusement qu'on n'a pas ça à la VE, mais bon, bref, j'ai vraiment pas aimé la fin. Le match n'était pas mauvais, trop court, mais alors la fin a vraiment tout fait chuter. Je déteste ce genre de fin. J'ai mis 3 sur 10 parce que de 1, la fin est mauvaise, le match est trop court, et en plus de ça, la storyline avec Earl Hebner et Madison Rayne, c'est plus gênant qu'autre chose. Ensuite, on va enfin passer à vraiment du sérieux. On avait à nouveau un match qui comptait pour les Bound for Glory Series. Donc là, c'était un Fatal 4-Way Tables match. Donc on avait Jeff Hardy, James Storm, Robbie E et Bully Ray. Donc là, on avait quand même du lourd hein, sur le ring quand même. Le match a duré 13 minutes 45, donc c'est vraiment une bonne durée. Donc, alors mon avis sur ce match, donc c'était un bon match. Donc alors, j'ai noté les choses qui étaient intéressantes. Alors déjà on a eu un joli botch. Donc en fait on avait James Storm et Jeff Hardy qui ont voulu faire une double souplesse sur Bully Ray. Et finalement donc forcément le but c'était de faire passer Bully Ray à travers la table. Robbie E en fait a déplacé la table pour que Jeff Hardy ne se, enfin pour que Bully Ray ne se prenne pas la table. Sauf que Robbie E a mal déplacé la table, ce qui fait que une partie de la jambe de Bully Ray a touché la table et donc a fracturé la table. Donc du coup, logiquement, je dis bien logiquement, le match aurait dû être terminé là-dessus. Donc du coup, juste derrière, on a eu des chants You fucked up, hein, ce qui est tout à fait logique. Ensuite, autre point à relever, on a Jeff Hardy à un moment qui pouvait sauter sur Robbie E. Alors en fait, Jeff Hardy était sur la troisième corde, Robbie E était sur une table placée à l'extérieur du ring, mais dans le même temps, on a Rob Terry, donc, qui était à l'époque, je pense, l'un des coéquipiers de Robbie E, qui est venu en fait pour essayer de demander à Jeff Hardy de ne pas sauter sur Robbie E. Et donc Jeff Hardy a sauté sur au-dessus de Robbie E, donc il a sauté au-dessus pour sauter sur Rob Terry. Donc voilà, donc là c'est pas très logique. On sait que Jeff Hardy adore les prises de risque, mais il aurait clairement pu finir le match avant. Ensuite, on a Robbie E qui a voulu porter une descente du coude sur Jeff Hardy. Pareil, du haut de la troisième corde sur Jeff qui était sur une table. Finalement, Jeff l'a esquivé, donc lourde chute pour Robbie E qui est mal chuté, qui a vraiment bien pris qui a vraiment fortement percuté la table. Et donc maintenant, je vais revenir à la fin du match. Donc on avait Bully Ray qui s'apprêtait à porter un spear sur James Storm, donc il y avait une table qui était placée dans le coin du ring. Et finalement, on a le clan Aces and Eight qui avait déjà intervenu plus tôt dans la soirée qui réapparaît. Ce coup-ci, en fait, ils n'interviennent pas dans le match, mais forcément, on a Bully Ray qui est distrait. Hein, et du coup, quelques secondes plus tard, on a Bully Ray qui a porté une powerbomb sur Jeff Hardy qui a traversé une table. Donc, victoire de Bully Ray. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'était un match sympa, honnêtement. Je m'attendais peut-être à un peu mieux parce que je pense que le match aurait pu être bien meilleur. Après, honnêtement, les Fatal 4-Way, c'est très bon en général, mais les tables match, c'est pas forcément la stipulation que je trouve la mieux parce que il y a toujours ce côté, est-ce qu'il va percuter la table ou pas, et du coup, ça, je sais pas, ça freine un petit peu les catcheurs et du coup, ouais, il n'y a pas un rythme exceptionnel et c'est dommage parce qu'avec ces quatre là, sans le tables match, je pense qu'on aurait pu avoir un meilleur match. Mais c'était quand même bien, donc j'ai mis 7,5 sur 10 pour ce match. Ensuite, on va passer avec un match pour le TNA X Division Championship. Donc on avait le champion Zima Ion qui remettait en jeu sa ceinture face à Kenny King. Donc le match a duré 11 minutes, donc c'est une bonne petite durée pour ce match. Pareil, ce match, je ne vais pas être très long là-dessus. C'est un match vraiment agréable à suivre, comme j'ai envie de vous dire souvent pour le championnat de la X Division, qui est un petit peu, pour ceux qui ne suivent pas la TNA, c'est un petit peu l'équivalent du Cruiserweight Championship qu'on a eu à la WWE. Donc forcément des deux côtés c'était des prises assez aériennes, donc forcément dans le ring c'était vraiment très agréable à suivre. Il y avait du rythme, voilà, enfin il y a eu des contres, c'était vraiment sympa à voir. Je vais revenir à la fin parce que honnêtement j'ai rien d'autre à dire. Donc à la fin on a Zima Ion qui a contré Kenny King en lui portant une gorille bombe. Donc prise de finition qu'utilisait également Chavo Guerrero pour la victoire. Donc Zima Ion qui conserve
son championnat de la X Division. Donc voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, c'était un match sympa. Donc j'ai mis 8 sur 10 pour ce match. Et puis voilà. Ensuite on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. Donc ça comptait également pour les Bound for Glory Series. C'était un Fatal 4-Way Ladder Match. Donc on avait AJ Styles, Christopher Daniels, Samoa Joe et Kurt Angle. Donc forcément là honnêtement ça fait rêver. Clairement quand vous voyez les noms dans le ring, si vous arrivez à faire un mauvais match avec ça, il y a un problème. Le match a duré 16 minutes 30, donc c'est vraiment une bonne durée. Mon avis sur ce match, alors c'était un bon match, j'ai vraiment apprécié ce match. Le niveau in-ring était vraiment là, je veux dire, il n'y a eu aucun botch. Enfin, honnêtement, ça c'est pas une surprise, je veux dire, quand vous voyez les noms qu'il y a dans le ring, ça me paraît logique. Le seul défaut de ce match, c'est l'utilisation des échelles. C'est-à-dire que des échelles, on en a eu, l'utilisation d'échelles, on en a eu, mais j'ai été déçu. C'est-à-dire que il n'y a eu aucune prise de finition du haut de l'échelle ou ce genre de choses. Il n'y a pas eu de spot du haut de l'échelle ou autre. Et c'est ça qui a fait que j'ai pas trop aimé. Je dis pas que le match est mauvais. Honnêtement, in-ring c'était très très bon. C'était très beau à suivre. Enfin, honnêtement, voilà, pour moi c'est le meilleur match de la soirée. Mais c'est vrai que l'utilisation des échelles, j'ai pas vraiment aimé. Voilà, c'est vraiment la seule déception de ce match. Mais sinon, honnêtement, le reste c'est vraiment du très très bon. Je vais revenir à la fin. Et d'ailleurs, oui, j'allais oublier, mais il y a également la fin que j'ai pas trop appréciée. Donc en fait, à la fin, on a Samoa Joe qui a fait tomber en fait Kurt Angle qui était en haut de l'échelle. Donc on se dit Samoa Joe est tout seul, donc on se dit bon bah Samoa Joe va gagner le match. Et finalement, on a AJ Styles qui se projette dans les cordes un petit peu comme s'il allait faire une springboard clothesline ou autre, qui atterrit directement sur l'échelle et qui va décrocher le contrat qui était donc accroché en un temps record. Donc victoire de AJ Styles un petit peu en mode voleur, vite fait. Enfin, vraiment en mode opportuniste. C'est vrai que j'ai pas aimé la fin. Je m'attendais peut-être à ce que Samoa Joe finisse là-dessus, ou qu'il y ait une prise de finition du haut de l'échelle, et qu'ensuite il y ait la fin du match. Mais c'est vrai que la fin du match comme ça, j'ai pas trop apprécié. Mais note à part la fin que j'ai pas trop apprécié et l'utilisation des échelles, c'est vraiment un match que j'ai apprécié. Vraiment un match que je vous conseille d'aller voir. Donc j'ai mis la note de 8,5 sur 10. Voilà, honnêtement j'ai peu de choses à reprocher à ce match, c'était vraiment une régalade. Et enfin, on va passer au main event de ce pay-per-view. Donc c'était pour le TNA World Heavyweight Championship. Donc on avait Austin Aries contre Bobby Roode. Note à part, déjà première chose à dire, donc c'est le main event du pay-per-view qui est basé sur le hardcore et il n'y a pas de stipulation. Bon, déjà je trouve qu'il y a un problème par rapport à ça. Ensuite, on va passer sur le match. Alors, déjà j'ai eu du mal à rentrer dans le match pour une raison très simple. Bobby Roode au début du match ne voulait pas combattre. C'est-à-dire que le mec faisait que de rentrer, de sortir, de rentrer, de sortir. Il se prenait un dropkick, il se barrait. Ça durait facilement au moins, allez, entre 3 et 5 minutes. C'était relativement assez chiant. C'est-à-dire que c'est une affiche, enfin voilà, veut dire Austin Aries, Bobby Roode, ça te donne envie. Mais c'est vrai que ça, du coup, ça a fait que ça m'a saoulé. Du coup, ça m'a fait sortir un peu du match. Donc ensuite, on a Bobby Roode qui s'est concentré sur les abdos d'Austin Aries en début de match, en portant des prises de soumission, tout ce que vous voulez. Sinon, ensuite, comment le match s'est déroulé, c'était très propre, il n'y a pas eu de botch. C'était surtout basé sur de la technique. Je trouve que les deux ont un petit peu le même style de catch au final. Je trouve que les deux ensemble vont plutôt bien dans un ring. Enfin, je trouve que c'est vraiment propre, il n'y a pas de botch. C'était quand même assez, enfin, vraiment basé assez technique. On a eu des soumissions, notamment le Creeper Crossface qui a été tenté des deux côtés. Donc là, ensuite, je vais revenir au tournant du match. Donc à un moment, en fait, il y a l'arbitre qui a été mis KO, ce qui fait que donc finalement, donc il y a un deuxième arbitre qui est venu, qui a également été mis KO. Et donc ensuite, on a eu une superplex de Bobby Roode sur Austin Aries. Finalement, on a les deux qui tentent un tombé. Donc en fait, on a les deux arbitres qui comptent en même temps. Et donc, vous connaissez la suite. Chacun dit que c'est... Donc il y en a un qui pense que c'est Bobby Roode qui a gagné, l'autre qui pense que c'est Austin Aries qui a gagné. Finalement, les deux restent sur leur position. Finalement, on a Earl Hebner, donc un autre arbitre qui vient et qui dit finalement, écoutez, il faut recommencer le match.
Donc le match recommence et genre peut-être, allez, une minute après, on a le petit paquet de Austin Aries sur Bobby Roode pour la victoire. Donc victoire d'Austin Aries qui conserve son titre de la TNA. Donc mon avis sur le match, bah honnêtement je l'ai vraiment apprécié. C'était un bon match, c'était un bon main event, solide pour conclure la soirée. J'ai juste pas trop aimé la fin. J'ai pas aimé le petit paquet. Enfin, je suis pas trop fan de ce genre de fin. Et le coup voilà, des deux arbitres qui chacun voit un vainqueur différent. Ça a été vu et revu. Bon, voilà, c'est vraiment pas très original, quoi. Mais à part ça, j'ai quand même vraiment apprécié ce match, ce main event. Euh, donc le match a duré 24 minutes 30, donc c'est une très bonne durée. Et donc au niveau de la note, j'ai mis 8 sur 10 donc, pour clôturer ce pay-per-view. Mais écoutez, en faisant l'addition des matchs, on arrive à une moyenne de 6,7 sur 10. Donc ça reflète plutôt bien mon avis sur ce pay-per-view. Si je devais mettre une note, une note comme ça à vue de nez, je mettrais 7 sur 10. Dans le sens en fait où les 4 premiers matchs de la soirée sont vraiment pas transcendants. Et on va dire que les 4 derniers matchs sont vraiment bons. Il y a rien En fait, c'est un show qui est vraiment solide pour moi. C'est-à-dire que il y a presque rien acheté. Il y a juste pour moi le match féminin qui est vraiment pas à voir. Mais pour moi le reste, il y a rien à jeter. Voilà, il y a des matchs qui sont corrects, ça s'arrête là. Il y a des matchs qui sont bien, il y a des matchs qui sont même très bien. Enfin surtout le Four-Way Ladder match qui pour moi est le meilleur match de la soirée. Mais voilà, en fait, c'est un pay-per-view qui est bon. Pour moi, ça s'arrête là. Voilà, c'est pas un mauvais pay-per-view. Allez, on va faire un petit remix de la catchphrase de Roman Reigns. It's not a bad pay-per-view. It's not a good pay-per-view. It's the pay-per-view. Voilà, c'était très gênant. Euh, non, note à part, voilà, c'était un bon show, enfin solide, voilà. Je m'attendais peut-être un petit peu à mieux, un petit peu déçu du tables match, déçu également de l'utilisation des échelles, mais d'un point de vue in-ring, c'est quand même solide, quoi. Je veux dire, voilà, les gros matchs entre guillemets ont quand même tenu leur promesse, et donc c'est un show que je conseille de voir, et je vous conseille vraiment le Fatal 4-Way Ladder match qui en vaut la peine. Donc voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée, cette review est terminée, donc je vous invite à donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé du pay-per-view si vous l'avez déjà vu. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, quel est le match que vous avez le plus aimé, le moins aimé. La prochaine vidéo arrivera la semaine prochaine, donc ce sera les pronostics de Battleground 2016. La prochaine review arrivera en fin de mois. Bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, salut tout le monde.